Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire sur le monde de la santé face aux cybermenaces, où nous allons parler aujourd'hui de la transformation du monde de la santé et de son incidence en termes de cybersécurité. Je m'appelle Stéphane Prévost, je suis Product Marketing Manager chez Stormshield et je vous propose de découper cet épisode en trois parties. Donc, dans un premier temps, après un rapide rappel des points essentiels abordés la semaine dernière, on verra ensemble les promesses de la transformation numérique du monde de la santé et plus particulièrement celle des hôpitaux. Ensuite, on parlera des enjeux de cette transformation en termes de cybersécurité afin de voir quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour augmenter le niveau de sécurité du système d'information. Donc à la fin de ce webinaire, hein, comme d'habitude, j'animerai une session de questions-réponses. Donc si vous avez une remarque, un commentaire ou une question à remonter, n'hésitez pas à utiliser la zone de chat de l'application GoToWebinar. Je reprendrai ces questions à la fin afin d'apporter des éléments de réponse. Donc en guise d'introduction, je vous propose de vous rappeler les points que nous avions abordés la semaine dernière dans le précédent épisode. Nous avions vu pourquoi l'hôpital est par nature un milieu sensible aux cyberattaques et que ce n'était pas uniquement lié à la conjecture de la crise sanitaire du Covid-19. Nous avions montré que cette sensibilité est structurelle, d'une part au niveau de la continuité des soins, qui est particulièrement sensible au ransomware, et d'autre part, pour faire face à l'urgence médicale, on se rend compte d'une diminution de la vigilance numérique. Donc nous avions justement vu l'importance de l'hétérogénéité des systèmes, ainsi que celle du facteur humain, où la pluralité des interventions et la notion de bring your own device contribue à cette faiblesse structurelle. Donc, nous avions également abordé le manque de moyens qui est exacerbé justement par la transformation numérique que connaissent les hôpitaux et la nécessité de mailler et de connecter les grands hôpitaux du territoire entre eux. Et tous ces facteurs, on avait vu que tous ces facteurs conduisaient les hôpitaux à passer d'une sensibilité à une hypersensibilité aux environnements cyber. Donc on a parlé donc, justement la semaine dernière de transformation numérique. Donc il est tout naturel de traiter en détail cette transformation numérique qui exaspère le manque de moyens chroniques des hôpitaux. Et comme toute transformation ou révolution, on parlait de révolution industrielle ou révolution numérique, elle s'appuie sur un certain nombre d'attentes ou de promesses. Alors ces promesses, elles sont rendues possibles grâce aux avancées technologiques que connaît aujourd'hui le monde de la santé. Et ces nouvelles technologies, elles ont permis des évolutions considérables justement dans le domaine du soin. Les outils matériels et logiciels deviennent de plus en plus précis, permettant par exemple à un chirurgien de recourir à la robotique pour les opérations les plus délicates, ou encore à un oncologue de diagnostiquer un cancer avec plus de détails, avec toujours plus de détails réduits, en exploitant des logiciels qui sont dotés notamment aujourd'hui d'intelligence artificielle. Il y a note aussi donc une mutation de la relation entre le patient et le personnel soignant, avec l'apparition des outils comme la télémédecine, les plateformes de prise de rendez-vous, ou encore les chatbots, ces robots qui sont dotés d'intelligence artificielle et qui facilitent justement cette relation patient-personnel soignant entre guillemets. Et ces nouvelles technologies, elles s'appuient sur les avancées techniques que connaissent d'une part les plateformes cloud qui favorisent la mise à disposition de puissances de calcul pour l'intelligence artificielle ou la mise à disposition de solutions clés en main, comme par exemple, on vient juste d'en parler, les plateformes de prise de rendez-vous par Internet. Cette émergence des plateformes cloud, elle va de pair avec la seconde avancée technique que connaît, je parle ici des dispositifs médicaux connectés. En effet, que l'on parle de bien-être, de prise en charge d'actes médicaux, ces objets, ils améliorent l'expérience du patient et ils contribuent à l'amélioration du niveau de santé. Et puis enfin, quand
la gestion technique et centralisée des bâtiments se met au service des praticiens pour assurer une température idéale dans le bloc opératoire ou assurer un refroidissement optimal des gros équipements médicaux. C'est tout l'hôpital qui devient connecté et intelligent pour devenir, là on parle de Smart Hospital. Donc pour illustrer ces promesses, je vous propose ces quelques chiffres. Alors, c'est deux chiffres caractéristiques de ce dont on vient de parler, où on voit d'une part le résultat d'une étude qui est à venir sur l'intelligence artificielle, qui montre justement toutes ces promesses de ces calculs, donc il a été montré que sur un groupe de femmes atteintes du cancer du sein, un algorithme d'intelligence artificielle aurait été capable, donc dans 30% des cas, de détecter la tumeur sur des images prises avant qu'elle ne soit diagnostiquée. Donc on voit ici que cette technique, elle repousse les frontières du visible et qu'elle est capable, en détectant sur des images de mammographie, des anomalies tissulaires qui sont indétectables ou qui seraient impossibles à interpréter pour l'œil humain. C'est vraiment une réelle avancée sur je dirais presque le pré-diagnostic de cancer. Et puis sur un autre exemple, donc plutôt sur les chiffres qui sont sur la droite de cette diapositive. Là, on est sur un plan plus opérationnel. C'est dans le domaine de la prise de rendez-vous que la transformation numérique tient toutes ses promesses. Où là, donc, ces chiffres sont issus d'une étude réalisée par l'APHP, par la chaire en économie de la santé Ospinomics, où on note à la fois une hausse de 7,5% de prise de rendez-vous. Donc, les hôpitaux ont été capables d'augmenter leur niveau de prise en charge. Et dans le même temps, ils ont constaté une diminution du nombre de rendez-vous annulés. En effet, les personnes, à partir du moment où elles peuvent choisir leur rendez-vous eux-mêmes sur la plateforme de prise de rendez-vous, elles sont plus à même de sélectionner leur créneau. Et du coup, elles choisissent un créneau et elles s'y tiennent. Donc, on voit une augmentation du nombre de rendez-vous et une diminution du nombre de rendez-vous annulés. Donc, des promesses tant sur le plan médical que sur le plan opérationnels, donc qui sont d'ores et déjà, on le voit ici, mesurables, mais qui ne doivent pas occulter le fait que cette transformation numérique, elle n'est pas sans risque. Et comme nous l'avons vu, les infrastructures hospitalières présentent des faiblesses qui les rendent hypersensibles aux environnements cyber. Et la transformation numérique accroît cette tendance de par l'introduction des avancées technologiques dont nous venons de parler, donc à savoir les dispositifs médicaux connectés et les infrastructures cloud. Pour les objets connectés, ils sont de plus en plus déployés et intégrés au sein du système d'information pour notamment faciliter la gestion du dossier médical numérique. Et donc la barrière entre les réseaux administratifs et opérationnels est très ténue. Et donc sans parler d'un rapprochement ou du rapprochement d'un équipement récent avec un poste de travail qui présente un système obsolète, ce déploiement d'équipements connectés contribue à augmenter sur l'infrastructure globale de l'infrastructure hospitalière la surface d'attaque de type réseau. Or, comme nous l'avons vu lors du dernier épisode, la perméabilité des réseaux est un des points de faiblesse des infrastructures hospitalières. Et donc, on vient augmenter, avec le déploiement de ces objets connectés, on vient augmenter la surface d'attaque sur un point de faiblesse qui était déjà présent. Pour en venir à la deuxième raison de l'accroissement de la sensibilité des hôpitaux face aux cybermenaces, je parle des infrastructures cloud, elles viennent en fait parsemer le système d'information à différents endroits, complexifiant ainsi ce qu'on appelle la notion de périmètre. Alors chez Stormshield, entre l'infrastructure historique interne, entre guillemets, et les plateformes multi-cloud, on parle de dépérimétrisation, puisqu'on n'a plus vraiment de périmètre de réseau interne, il est complètement éclaté. Donc on parle chez nous de dépérimétrisation. Et dans une étude que nous avons réalisée sur la transformation numérique dans l'industrie, 55% des décideurs informatiques considèrent qu'un véritable cloud hybride, donc alliant à la fois des plateformes cloud publiques, des plateformes cloud privées et intégrant également l'infrastructure interne,
un véritable cloud hybride passe par une intégration efficace de l'infrastructure interne existante. Il est donc nécessaire de prendre en compte ce risque lors des projets de transformation numérique d'un hôpital. Cette transformation numérique, elle représente aussi un risque pour les données de santé. Nous n'aborderons pas ici les questions liées à la déontologie ou les questions sociétales que représente l'intelligence artificielle, ni même celles qui sont liées à l'éthique et au caractère mercantile que peut représenter justement ces données de santé. Mais on va plutôt s'intéresser à la protection de la donnée via son caractère personnel et confidentiel. N'oublions pas que le règlement européen sur la protection des données préside ici. Il est même renforcé dans le cadre de données de santé, enfin de données patients, et que le stockage et les traitements induits par tout logiciel doté d'intelligence artificielle peuvent avoir des effets négatifs dès lors que les données accumulées ne bénéficient pas d'une protection maximale. Mais néanmoins, Elisabeth Denman, qui est la commissaire à l'information du Royaume-Uni, rappelait que le prix de l'innovation ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux sur la vie privée. Donc, innovation, oui, mais tout en mettant en place une protection maximale autour des données patients. Et puis enfin, la fuite de données, elle ne concerne pas uniquement les systèmes à base d'intelligence artificielle, puisqu'elle est également présente au sein même des infrastructures hospitalières. En effet, nous avons vu la semaine dernière l'importance que ce type de données avait à la fois pour le fonctionnement du système d'information et pour la valeur qu'elle représentait sur le dark web. Donc une donnée patient qui doit être prise en compte en termes de risque dans ces projets de changement et de transformation numérique. Et justement, donc pour faire face à l'ensemble de ces risques, il est nécessaire d'assurer une cyber-résilience du système d'information hospitalier et d'anticiper au maximum la venue d'une cyberattaque, sachant que, vous le savez certainement, la question n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais quand l'attaque va se produire. Et donc cette cyber-résilience, elle consiste d'une part à élever le niveau de sécurité afin de protéger les équipements qui ont un enjeu vital, pour d'autre part assurer un bon fonctionnement de l'hôpital. Donc le principe d'une cyber-résilience repose sur deux piliers principaux. D'une part, donc, assurer un fonctionnement au moins minimaliste durant une cyberattaque, et d'autre part, permettre le plus rapidement possible un retour à la normale en termes de fonctionnement opérationnel. Donc, outre des plans de continuité et de reprise d'activité qui sont nécessaires, une cyber-résilience efficace, elle s'appuie sur la mise en place d'une cybergouvernance qui vise à améliorer régulièrement le niveau de sécurité du système d'information hospitalier. Donc, cette cybergouvernance, elle consiste à mettre en place une gestion des risques qui sont liés aux cybermenaces. À ce stade, il faut bien comprendre qu'un risque zéro n'existe pas. Le risque zéro en termes de cybersécurité n'existe pas. En effet, cela reviendrait à soit à déconnecter complètement le système d'information pour qu'il soit complètement isolé de l'extérieur, soit effectuer des investissements importants qui seraient difficiles de réaliser ou d'amortir, ou encore ça consisterait à mettre en place des procédures qui pourraient ralentir le processus opérationnel. Donc la gestion de risque que l'on va détailler dans un instant commence donc par se focaliser sur l'identification des processus qui sont essentiels pour le bon fonctionnement du système d'information. Cette analyse, elle dépend forcément de l'organisation qui est en place et donc elle est propre à chaque hôpital. Cette étape d'analyse, le but c'est de mettre en évidence les équipements ou les éléments du système d'information qui participent à la bonne exécution des processus essentiels au bon fonctionnement de l'hôpital. Donc ce sont les éléments en fait qui seront en priorité sécurisés de manière à assurer une meilleure cyber-résilience. Et il conviendra alors de choisir la meilleure façon d'y arriver, que ce soit en mettant en place des éléments organisationnels ou des éléments techniques, et on verra un petit peu plus tard de quoi on parle à ce niveau-là.
Donc, je vous propose de voir maintenant quelques éléments autour de la gestion des risques cyber, hein, pour lesquels nous avons vu que le risque zéro n'existait pas. Et au niveau de l'identification, on parle donc ici des principaux risques cyber avec leur sans distinction, hein, les ransomware, le phishing ou l'importance des données patientes qui ont été abordés lors du précédent épisode. Et donc, pour faciliter l'analyse et la hiérarchisation de ces risques, hein, donc qui sont identifiés comme étant des menaces cyber, la fréquence étant assez aléatoire, puisque liée à, je dirais, au bon vouloir des cyberattaquants et à l'activité cyber dans le monde de la santé, je vous propose de plutôt les découper suivant leur typologie, hein, à savoir, pour découper la hiérarchie des risques, on peut, comme on ne maîtrise pas la fréquence, parce que la hiérarchisation dépend, en gestion de risque dépend de la fréquence. Ici, la fréquence, elle est externe, on ne la maîtrise pas du tout. Du coup, on va s'appuyer pour hiérarchiser les risques sur la typologie des risques. Et dans le monde de la santé, on a donc les risques, donc d'une part, qui sont les risques que l'on peut causer chez le client, ou ceux qui peuvent avoir une discontinuité sur le service hospitalier. Donc là, vraiment, des risques qui sont extrêmement importants pour l'hôpital, et d'autres qui peuvent représenter des caractères un peu moins importants, notamment au niveau du fonctionnement, mais qu'il est nécessaire de prendre en compte néanmoins, tout comme tout ce qui est lié à la conformité et aux réglementations, hein, comme le RGPD. Et enfin, les risques liés à la propriété intellectuelle. Une classification des risques par leur typologie pour les hiérarchiser. Donc, on a vu les deux premières typologies de risques sont notamment liés aux dommages qu'une cyberattaque pourrait causer sur un équipement de type biomédical, comme un robot chirurgical, ou ainsi que ceux qui pourraient impacter la gestion technique des bâtiments et donc avoir une incidence sur le renouvellement de l'air ou encore la gestion énergétique. Donc une incidence réelle soit sur la mise en danger des patients, voire sur la continuité des services. Entre deux autres typologies de risques, elles concernent essentiellement donc les données de santé, pour lesquelles nous avons déjà abordé l'importance, tant au niveau du fonctionnement qu'au niveau de son caractère sensible vis-à-vis des patients. Donc cette gestion des risques, elle constitue le premier pilier de la mise en place d'un processus de cybergouvernance. Comme son nom l'indique, c'est donc un processus, hein, avec une organisation qui doit être transverse et ça c'est important, qui doit être identifié et suivi au niveau de la direction d'établissement avec potentiellement le support des organismes de tutelle. Et ça, c'est nécessaire pour que cette cybergouvernance, enfin, ce processus de cybergouvernance soit pleinement efficace. Il faut que les actions qui soient menées au niveau du processus, enfin, au niveau de l'équipe qui gère cette cybergouvernance, enfin, qui définit cette cybergouvernance, elle ait les moyens pour la mettre en œuvre. Donc, ce processus de cybergouvernance, il est constitué d'une succession d'étapes qui tournent autour de la gestion des risques, qui commence donc par leur identification et qui se poursuit par la planification d'action. Cette planification dans le monde de la sécurité va conduire à l'élaboration de la politique de sécurité. On va y retrouver les contrôles à mettre en place pour gérer au niveau physique et informatique les droits d'accès aux équipements sensibles. Et l'implémentation de cette politique de sécurité consiste à déployer les moyens qui vont mettre en œuvre les actions planifiées. Il peut s'agir ici soit de moyens techniques, comme par exemple un pare-feu pour segmenter le réseau et effectuer des contrôles d'accès, ou une solution de protection de poste de travail pour renforcer la sécurité ou contrôler les périphériques. On y reviendra un peu plus en détail dans les épisodes qui vont suivre. Et sinon, les moyens qui peuvent être mis en œuvre peuvent être aussi organisationnels, avec par exemple la mise en place de campagnes de sensibilisation, avec par exemple des phases de simulation d'attaque, où l'on va vérifier le niveau de sensibilisation du personnel hospitalier. Cette phase de vérification fait d'ailleurs partie intégrale du processus de cybergouvernance, puisqu'il permet de s'assurer de la mise en place et ou des déviances à la politique de sécurité. Là encore, on peut retrouver des moyens techniques comme des sondes ou la mise en place de journalisation pour mesurer les écarts ou mesurer la conformité,
ainsi que des moyens organisationnels, comme la simulation d'attaque dont nous venons juste de parler. Ce processus de cybergouvernance, c'est généralement un processus récurrent, ou du moins il est conseillé d'en faire un processus récurrent de manière à assurer une amélioration permanente et régulière du niveau de sécurité. Et cette notion de référence, de récurrence, pardon, on la retrouve notamment dans la norme ISO 27001, qui officie alors, essentiellement dans les systèmes d'information traditionnels, mais on la retrouve aussi dans la norme IEC 62443 pour la partie -3, pour tout ce qui est cybersécurité dans les réseaux opérationnels. La norme IEC 62443, elle est plutôt pour ce qu'on appelle les automatismes industriels, mais il peut être étendu à une population, enfin, à des réseaux plus larges, comme tout ce qui touche au réseau opérationnel. Donc cette récurrence, elle s'appuie sur le concept de la roue de Deming, ou PDCA pour Plan Do Check Act, dans lequel on retrouve les étapes dont nous venons juste de parler au niveau de la cybergouvernance. Donc chaque étape vise à préparer les actions de la suivante dans un processus vertueux d'amélioration du niveau de sécurité. Donc ainsi, une fois que nous avons identifié les risques et les composants sensibles, on peut commencer par planifier les premières actions avec la mise en place de la politique de sécurité. Une fois implémentée donc, dans la phase DO, on va contrôler la conformité et la déviance de cette politique. Et puis suite à cette phase de check, on prend les mesures à mettre en place pour soit corriger les écarts, soit améliorer la sécurité du périmètre identifié dans la phase d'analyse de risque, soit inclure d'autres composants pour étendre le périmètre de cybersécurité et améliorer ainsi le niveau de protection globale. Donc on a vu un cercle vertueux qui vise à améliorer progressivement le niveau de sécurité, d'une organisation hospitalière. Et donc, comme nous l'avons vu aussi, la mise en place, on a parlé, la mise en place d'un processus de cybergouvernance passe par l'organisation d'une équipe transverse qui doit, alors certes être portée par l'équipe de direction, mais qui doit surtout assurer un partage d'expérience entre les équipes du système d'information traditionnel, donc l'IT, et celles du système opérationnel, on parle d'OT. Le principe ici est de faire collaborer des personnes qui proviennent justement de mondes aux différences fondamentales, qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes, la même importance, l'importance est différente, les points d'importance sont différents. Et l'idée, c'est qu'ils partagent leur point de vue et que chacun profite de l'expérience de l'autre. On va donc se retrouver avec, d'un côté, des personnes du monde de l'IT qui sont plus sensibles aux cybermenaces, qui maîtrisent notamment les notions de gouvernance en cybersécurité, et puis de l'autre côté, des personnes qui sont liées plutôt au réseau opérationnel, donc au process, et dont les préoccupations tournent autour des procédures opérationnelles, de la continuité des soins et de la sécurité des patients. Donc, deux mondes complètement opposés. L'idée, c'est que chacun tienne compte des exigences de l'autre afin de s'inscrire dans un projet commun de cyber-résilience. Cette collaboration, elle doit également s'organiser avec les équipes métiers dès lors qu'un projet a une portée globale sur le système d'information. Donc là, jusqu'à maintenant, on parlait de cybergouvernance, donc vraiment quelque chose qui est général, global et qu'on va mettre en place au long cours et de manière récurrente. Et ici, dès qu'un projet a une portée globale sur le système d'information, l'idée c'est de l'intégrer à ce processus et surtout, c'est d'intégrer les équipes métiers. Alors c'est presque une évidence, mais le but ici est d'aller au-delà du simple recueil de besoins en intégrant complètement la sécurité et les équipes métiers dans le projet. Ainsi, les architectes, les personnels soignants et les équipes de maintenance qui connaissent le terrain, elles vont remonter les besoins et les contraintes techniques réelles afin qu'elles soient prises en compte dans la gouvernance en cybersécurité autour du projet pour assurer une cohérence globale dans la cybergouvernance. Alors, en effet, les contraintes apportées par la sécurité peuvent d'une part complexifier la réponse,
demander un investissement trop important. Et d'un autre côté, rendre la solution inutilisable, voire même inexploitable. Donc tout est ici, encore une fois, une question de gestion du risque, qui est, comme nous venons de voir, un composant de base dans toute gouvernance en matière de cybersécurité. Et on va donc faire ici ce qu'on appelle du security by design, en intégrant les contraintes techniques et opérationnelles en même temps que celles qui sont liées à la cybersécurité, et ce, dès la phase de conception, afin d'apporter une réponse qui soit efficace, pérenne et sécurisée. Ainsi, la solution répondra complètement aux besoins du métier en évitant la mise en place de contraintes rédhibitoires au niveau du processus opérationnel. Cette organisation dont je viens de vous parler, hein, de cet échange de données, échange de compétences entre IT et outils, en intégrant les équipes métiers autour d'un projet, on l'a vécu dans un projet chez un de nos clients, et ce projet a porté tous ses fruits. Et on a vu d'ailleurs à cette occasion, apporter toute notre expertise dans le domaine de la sécurisation des infrastructures. Donc pour conclure, je dirais que nous avons vu que la transformation numérique des hôpitaux avec le cloud computing, le smart hospital, apportait plein de promesses pour une e-santé plus efficace, mais qu'elle venait aussi exacerber la sensibilité des hôpitaux à l'environnement cyber. En effet, la transformation numérique accélère la convergence des réseaux IT-OT, elle dépérimétrise ce qu'on avait tendance à avoir le sentiment de maîtriser. Et donc, ces réseaux qui étaient déjà ténus, cette transformation numérique vient augmenter les surfaces d'attaque et donc affaiblir l'infrastructure hospitalière face aux cybermenaces. Enfin, nous avons évoqué la mise en place d'un processus de cybergouvernance pluridisciplinaire, IT, OT et métier, avec vraiment des données autour du processus opérationnel, afin d'assurer une gestion des risques cyber pour élever le niveau de sécurité de l'infrastructure hospitalière. Voilà, je terminerai juste ce webinaire en vous rappelant qu'il fait partie d'une série. On a fait mention aux épisodes précédents, à l'épisode précédent durant celui-ci. Donc une série dédiée au monde de la santé face aux cybermenaces. Donc la semaine dernière, on a parlé des faiblesses et de l'hypersensibilité des hôpitaux face à ces menaces, pour aborder aujourd'hui les promesses et les enjeux de la transformation numérique dans le monde de la santé, où nous avons essentiellement focalisé sur la cybergouvernance, donc quelque chose d'un peu, je dirais, politique. Et pour les 2 épisodes qui suivront, donc ils auront lieu la semaine prochaine, lundi et jeudi de la semaine prochaine, on vous présentera les actions et les solutions à envisager au travers de cas concrets pour protéger, d'un côté, donc, dans le webinaire numéro 3, protéger les dispositifs médicaux connectés, et dans le webinaire numéro 4, les processus autour de la gestion des bâtiments. Et puis enfin, on terminera en parlant de données patients, et nous verrons donc dans le dernier épisode la menace qui pèse sur ces informations et les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour les protéger. Je vous rappelle que toute cette série est disponible sur une landing page. On vous rappelle l'URL dans le chat. On vous le rappellera également, je pense, dans le thank you email, dans l'email pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Cette landing page elle va vous permettre de vous inscrire pour les épisodes qui arrivent, si ce n'est pas déjà fait, et pour également rejouer le replay du premier épisode si vous l'avez raté, et de cet épisode-ci pour rentrer un peu plus dans le détail si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer à la partie des questions-réponses. Donc, je vais juste prendre connaissance de ces questions afin d'y répondre. Donc, j'ai une première question sur comment concilier un processus récurrent de cybergouvernance et des projets ponctuels donc j'imagine que c'est des projets ponctuels de transformation numérique.
Donc l'idée, j'en ai un petit peu parlé, hein, c'est de la cybergouvernance, c'est quelque chose qui va se faire régulièrement, hein. Donc, la route des Bing, on va mettre en place des réunions régulières pour planifier, décider et vérifier que ce qu'on a décidé est bien mis en place. Et au moment où on va déployer un nouveau projet de transformation numérique, l'idée c'est d'inviter les personnes du projet, les personnes du métier, donc, à une des réunions de cybergouvernance pour mesurer l'impact, l'incidence que ce projet a en termes de cybergouvernance. Donc de les inviter dans ces réunions pour voir quel impact ce projet a sur la cybersécurité de l'infrastructure hospitalière. Ensuite, donc j'ai une seconde question, donc justement sur l'expérience client dont j'ai rapidement parlé en termes de cybergouvernance. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Alors oui, c'était pas dans le monde de la santé, si c'était le sens de la question. C'était sur des réseaux opérationnels, plutôt dans le monde du ferroviaire. Par contre, la notion de cybergouvernance et de partage d'informations entre les équipes IT, OT et les équipes des process opérationnels, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte de son importance, où on a même été, c'est ce que je disais, on a été conviés dès le départ à ces réunions-là. Donc nous, ça nous a permis aussi de découvrir et d'être très en amont du projet et de se rendre compte justement de l'importance de la prise en compte des contraintes opérationnelles, des processus opérationnels dans la sécurisation de l'infrastructure. Et donc, c'est ce qui a permis de vraiment mettre en place un projet. Alors, gagnant, c'est vraiment le client qui dit ça. Son but, c'était vraiment de faire un projet de transformation numérique avec une forte composante de cybersécurité. Et pour lui, ça a été une réussite. Donc, c'est la raison, c'est un petit peu la raison pour laquelle on partage également cette notion de partage entre les équipes IT, OT et process métier. Et souvent, alors, on parle, il y a un buzzword qui parle souvent de convergence IT-OT, qui est un bien grand mot, puisque dans certains cas, typiquement sur les infrastructures hospitalières, on est vraiment, c'est maillé entre le réseau informatique traditionnel et le réseau opérationnel. Il n'y a pas vraiment de distinction, c'est hyper ténu. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus marqué. Par contre, nous, on parlait typiquement de la convergence IT-OT, enfin des réseaux IT-OT, passe par la convergence des équipes IT-OT. Donc, j'ai pas d'autres questions. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, à vous remercier pour votre attention et puis à vous dire à lundi prochain. Merci, à bientôt. Au revoir.